décrire ici d'un document publié par M. Serge Mona, journaliste international, le numéro 2 de cette agence internationale de presse libre nord-américaine. Et vous le voyez sur la page couverture, confidentiel, urgent, original, copy, le ministère de la Justice des États-Unis. Évidemment, c'est une traduction d'un document authentique. Et nous allons regarder quelques extraits à l'intérieur de ce document. Vous voyez la carte des États-Unis avec plusieurs endroits encerclés qui représentent les endroits où il y aurait, semble-t-il, des camps de concentration, plus de 130 camps de concentration dans le projet Rex 84, et on en passe, des plus belles et des plus mûres. On a avec nous M. Serge Mona. Bonjour, Serge. Mais là, je pense que votre journal, là, il a tout à fait raison d'être rouge, hein, parce que là, on se brûle. Là. Parler des camps de concentration, est-ce qu'il y a des camps de concentration au Québec aussi, puis dans quel but? Bon, moi, en fin de compte, pour bien situer ceux qui nous regardent dans le contexte de ce rapport-là, des journalistes américains m'avaient envoyé un dossier. C'était le programme du ministère de la Justice des États-Unis et du ministère de la Défense concernant l'établissement des camps de concentration. Les journalistes qui m'ont envoyé ça m'ont fait savoir que le dossier n'avait jamais été publié au complet aux États-Unis. Il y avait le directeur du Oakland Tribune en 1976 qui avait fait un article sur un des paragraphes, en fin de compte, concernant ce dossier-là. Malheureusement, une semaine après, sans qu'on sache pourquoi, il était mort. Donc, le document original en anglais, qui était en caractère très serré, n'a jamais été publié intégralement aux États-Unis. Et lorsque les journalistes m'ont envoyé ça, ils m'ont demandé, ils ont dit, écoute, Serge, on aimerait savoir ce que tu en penses, puis que tu puisses faire des vérifications sur un dossier qui est réel et qui est croissant en même temps. J'ai fait des recherches, j'ai appelé à plusieurs endroits à travers les États-Unis et en Australie. J'ai reçu d'autres documents, soit d'ordre économique ou dans d'autres domaines, au niveau militaire, policier et autres, et qui m'ont confirmé qu'effectivement, non seulement il y avait un programme d'établissement de camps de concentration, mais que celui-ci était beaucoup plus élaboré que le document original le laissait croire au départ. Mais des camps de concentration, il me semble que ça passe pas inaperçu, là. Oui, la façon que ça a été organisé, ça passe inaperçu, dans le sens que la majeure partie de ces camps-là sont situés soit à proximité ou à l'intérieur de bases militaires américaines, mais ce qui est quand même bizarre, comme celle qui se trouve en Floride, c'est que dans une base militaire, dans une prison militaire, on retrouve des prisonniers de droit commun au niveau civil. Et après avoir fait des recherches dans différents camps, y compris en Alaska, on a fini par découvrir qu'on maintenait un nombre très limité de prisonniers civils pour tenir les camps d'activité, mais que certains de ces camps-là pouvaient contenir jusqu'à 100 000 prisonniers et plus à l'heure actuelle. On a des rapports que sur l'entraînement, ce qui va sûrement surprendre des gens, l'entraînement de troupes militaires soviétiques, coréennes, de Mongolie, d'anciennes régions du bloc de l'Est sur la frontière du Mexique, sous le couvercle des Nations Unies, et ces troupes traversent la frontière mexicaine, américaine et canadienne sans jamais être badrées par les gardes frontières. Ce sont des entraînements. Pour des raisons de sécurité d'État. Ah oui, ça, on a juste à poser, comme des journalistes américains me disaient, on a juste à poser, bon, écoutez, sécurité ou secret d'État, et à ce moment-là, plus personne n'ose parler de quoi que ce soit. D'accord? Bon, vous voulez vous dire que dans le système démocratique nord-américain, il existerait un autre système en parallèle qui est le système militaire ou paramilitaire. Le fameux complexe militaro-industriel et américain, qui a continué de grandir et qui s'est drôlement accru en importance, surtout pendant la guerre du Vietnam, est un gouvernement à l'intérieur du gouvernement américain, mais un gouvernement aussi indépendant avec toutes ses structures, excessivement puissant. Il est à remarquer qu'on est en train, en même temps à l'heure actuelle aux États-Unis, de mettre sur pied ce qu'on appelle une force de police nationale tout à fait spéciale, dont, d'après les sources d'information que j'ai, les uniformes sont noirs, les chars d'assaut sont noirs, les hélicoptères sont noirs, tout l'équipement est noir d'un bout à l'autre avec des sigles rouges dont j'attends des copies. Ah bon, déjà dans nos documents, nous avions déjà montré le fameux sigle d'un triangle. C'est un triangle rouge effectivement, avec supposément 3 sets renversés qui correspondaient à des 6, tout différents, tout dépendant de l'endroit, l'angle sous lequel on le regarde.
Mais ce qui est important, il y a un abonné, et la source d'information est sûre, il y a un abonné qui a communiqué avec moi puis qui avait présenté le document à un de ses amis qui est un ex-agent de la CIA qui vit dans les Laurentides. Et les deux réactions, puis je considère que c'est une confirmation pour le numéro que j'ai publié, c'est que l'ex-agent de la CIA a confirmé qu'effectivement toutes les sources d'information dans la revue étaient réelles, et il a aussi manifesté son énorme surprise à savoir comment ça se faisait qu'un journaliste canadien puisse posséder autant d'informations que ça, surtout sur des sujets qui n'ont jamais été publiés nulle part, qui ne sont pas connus des populations. Là, sous votre nom, on a vu apparaître un numéro de téléphone, on peut le dire aussi à l'écran, là. C'est dans le 514. C'est dans le 514, le 270-1235. Les gens peuvent appeler sans aucune restriction s'ils veulent avoir plus d'informations à propos de ce numéro de revue-là. Il y a un répondeur automatique. Il y a aussi un répondeur automatique. Il y a quelqu'un qui va leur répondre, qui va prendre leur nom, leur numéro de téléphone, qui va leur donner les indications comment se procurer ce numéro de la revue. Où est-ce qu'on pourrait se le procurer, à part par le téléphone? Est-ce qu'il y a des endroits où il est disponible? À l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas d'endroit. Tu sais, si on se rappelle la première fois qu'on avait parlé du minuit moins 15 secondes, il y a même des libraires qui ne voulaient pas l'avoir parce qu'ils avaient peur que leur vitrine soit cassée. C'était juste minuit moins 15 secondes à Ottawa. J'ose même pas imaginer pour un dossier semblable qu'est-ce que ça pourrait représenter. En tout cas, lors de nos conférences, regardez à la fin de l'émission à quelle date on aura des conférences à Montréal et à Québec et même à Rimouski bientôt. Alors, vous aurez évidemment accès à la fameuse revue de M. Serge Mona. Maintenant, j'aimerais vous poser une question qui est très importante et qui nous concerne tous en tant que spectateurs. Ça s'adresse à qui, ces camps-là? Bon, la façon que Qui on va les mettre dans ces camps-là? La façon que les plans sont mis sur pied aux États-Unis, de sources sûres, avec preuve à l'appui, on sait que par le biais des Nations Unies, on veut instaurer un nouvel ordre mondial pour l'an 2000. Milieu 1999 en 2000, avec un énorme spectacle cosmique, ainsi de suite, toute la patente pour être sûr d'impressionner les gens. De toute la planète. De toute la planète en même temps. Comme on disait dans les textes sacrés, à la vitesse de l'éclair de l'Orient à l'Occident, évidemment, par les satellites. Ça explique beaucoup, en fin de compte, les voyages de la navette spatiale et tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'espace. Mais pour revenir aux camps de concentration, les camps de concentration sont organisés de manière à servir à la première étape de camps de rééducation pour tous ceux qui ne seront pas d'accord avec l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Et il faut dire que toutes les techniques utilisées ou expérimentées entre la CIA et la médecine militaire aux États-Unis vont faire l'objet d'un prochain dossier que je vais publier là, après celui-là dans le courant de septembre, et qui va démontrer en profondeur toutes les manières dont ils vont s'y prendre pour faire des lavages de cerveau, briser la personnalité, rééduquer les gens en fonction qu'ils soient capables d'accepter un nouvel ordre mondial, même s'ils ne veulent pas l'accepter. Ils sont rendus très loin au niveau de la recherche technologique dans ce domaine-là. Mais pouvez-vous bien me dire, Serge Mona, pourquoi être contre un nouvel ordre mondial? Une langue, une religion, une politique, une nature humaine à protéger sur la surface de la Terre. Pourquoi pas? Diviser pour régner. Si finalement on arrive à un gouvernement mondial, l'unité va faire la force. Oui, mais il y a un seul problème, c'est que le gouvernement mondial qui va s'instaurer s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Hitler. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Disons qu'il essayait Hitler était un terrain d'essai, en fait. Ouais, un terrain d'expérimentation. De la même manière, comme j'en ai déjà parlé, que l'URSS, ça a été un terrain d'expérimentation à bien des niveaux pour ces personnes-là au niveau international. Bien, dès qu'on utilise le mot camp de concentration, on pense tout de suite au camp de concentration allemand contre les Juifs. C'est la réaction de certaines personnes. Il y en a qui regardaient la revue et m'ont dit, écoutez, vous avez fait quelque chose sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre. J'ai dit, j'aurais souhaité faire quelque chose de semblable, mais j'ai dit, ça concerne plutôt les années 90. Là, j'avais des bizarres de réactions devant moi. Ouais. À l'heure actuelle, j'ai même reçu un appel de la Louisiane, tant que le document circule aux États-Unis, de quelqu'un qui voulait avoir une copie de la revue. D'après ce que j'ai su, c'est un état de choc général à beaucoup d'endroits. Oui. Bien, évidemment qu'à l'époque d'Adolf Hitler, si dans les années 20, au début des années 30, quelqu'un avait osé dire à la population, même allemande, puis à tous les autres peuples de la Terre, on est en train d'installer des camps de concentration, on va exterminer des Juifs et
et des détracteurs du système du Troisième Reich, à ce moment-là, c'est évident qu'on l'aurait mis au banc de la société. On aurait dit un peu comme on pourrait penser de vous. C'est un paranoïaque. Oui, mais d'un autre côté, c'est très difficile d'essayer de faire passer un journaliste pour un paranoïa quand que le journaliste en question arrive avec des preuves et des références qui sont vérifiables. Ça, c'est très difficile de pouvoir passer à côté. Deuxièmement, si un journaliste, à l'époque de 1930, avait poussé une enquête aussi loin que ce dossier-là, à cette époque-là, ça aurait changé beaucoup de choses. Les Allemands n'auraient peut-être pas pu fonctionner aussi facilement avec la complicité de beaucoup d'autres comme ils ont été capables de le faire. Parce que les populations ayant été au courant sur toute l'Europe d'une chose semblable, la résistance aurait été amplifiée de beaucoup par rapport à ça, y compris à l'intérieur du peuple allemand. Mais là, la résistance, si on pense que c'est vrai, là, tout ça, là, est difficile. Parce qu'on a désarmé les populations civiles en disant on n'a plus le continue droit à les de désarmer. C'est ça. On a vu des fous qui ont tiré sur des filles à Polytechnique. À partir de là, on a fait des pétitions. Il faut désarmer les gens, il faut désarmer. Alors, si on s'apercevait que c'est vrai tout ça, comment on pourrait empêcher ça? La chose de première importance est la diffusion de l'information à la base. Deux, par la conscientisation, par la diffusion de l'information, ça ne pourra pas faire autrement que de créer un scandale et de faire des pressions sur les hommes politiques en place. À forcer, malgré eux autres, les hommes politiques à parler de ces questions-là, il est sûr que ça va retarder des procédés qui sont en cours à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ils ont la voie libre à tous les niveaux parce que, au départ, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Mais les politiciens sont en capacité d'arrêter un plan mondial qui se fait fi des démocraties. Il se fait fi complètement. Il se fait fi complètement des démocraties. Leur plus grande peur est que les populations deviennent conscientes, parce que ça va être beaucoup plus difficile de l'instaurer, parce que les gens vont commencer à s'organiser par eux-mêmes à ce moment-là. On a dérégionalisé sur toute la planète, et on a juste à regarder les cartes, en fait, géographiques de 1930 au niveau agricole, et les cartes géographiques au niveau agricole de 1990, pour se rendre compte de quelle manière on s'y est pris au niveau planétaire pour ramasser les gens au niveau des villes. Leur enlever tout moyen d'indépendance. D'autonomie, d'indépendance. Le premier but du gouvernement mondial, soit en désarmant les gens, soit en les ramassant à l'intérieur des villes, c'est de les rendre dépendants, absolument. Il n'y a rien de pire pour eux autres que des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Alors, les intoxicants de médicaments, de nourriture qui a été irradiée. Il y a des fraudes invraisemblables dans le milieu pharmaceutique à l'heure actuelle. J'ai reçu des documents là-dessus et je vais en parler dans d'autres émissions à un moment donné où les compagnies, les multinationales pharmaceutiques s'organisent de manière à ce que les médecins privilégient des médicaments et les prescrivent à des gens, même s'ils n'en ont pas de besoin, afin de faire fonctionner ces compagnies pharmaceutiques-là. Et dans un autre temps, pour que ces gens-là soient dans une espèce de léthargie sans être capables de trop réagir. Écoutez, ça va bien, on est calmé, on ne connaît pas la source, par exemple, de nos problèmes, mais au moins on est calmé pour être capable de les supporter. C'est le meilleur des mondes, quoi. Oui, mais il y a un principe aussi, c'est que les gens n'aiment pas se faire réveiller. Personne n'aime se faire réveiller brutalement. Non, mais personne non plus aime se faire conduire ou se faire diriger contre leur volonté. Et c'est ce qu'on est en train d'instaurer à l'heure actuelle. Dans le gouvernement mondial, il y a un principe, c'est que les gens veulent le bonheur et on va s'arranger pour leur demander par des sondages, Gallup et tout autre, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent les gens. Et à partir de là, c'est ça, on l'a déjà fait depuis des années, on fait ça. Et à partir de maintenant, on va leur donner ce qu'ils veulent. On va s'arranger pour que ce qu'ils veulent, ce soit quelque chose qui fasse l'affaire du gouvernement mondial. Je vais te dire une chose après des documents que j'ai reçus dernièrement. Juste au niveau de la famille, l'orientation du gouvernement mondial va permettre aux femmes et aux familles de pouvoir garder les enfants qu'ils vont enfanter, en autant que les parents vont leur donner une éducation et une orientation avec les principes d'un nouvel ordre mondial. Toutes les familles ou les femmes qui ne seront pas d'accord de donner une éducation semblable selon les principes établis internationalement, à ce moment-là, les enfants vont être enlevés pour être éduqués dans des centres spéciaux. Mais là, j'aimerais bien voir, parce que là, vous foncez régulièrement à boulet rouge contre l'instauration du nouvel ordre mondial, et j'aimerais qu'on définisse qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial, quelles sont les valeurs du nouvel ordre mondial contre les valeurs qui sont, d'après moi, peut-être primitives, qui sont
des valeurs de Je suis clocher. justement en train de préparer un volume là-dessus, qui est le volume au niveau de la conspiration de l'âge du Verseau, là, que je vais sortir à la fin de l'automne, et à l'intérieur duquel on va voir exactement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial privilégie, encourage comme orientation, et de quelle façon il s'est organisé par la manipulation psychologique des populations à leur faire croire que les valeurs qu'ils possédaient auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation, nouvelle technologie. Tout est nouveau, donc, par rapport à quelque chose qui est considéré comme ancien. Et désuet. Désuet, justement. Et c'est là que c'est dangereux, parce que si on regarde une des choses qui a été faite au niveau de l'instauration de ces camps de concentration-là, c'est qu'on a même commencé à changer le système judiciaire aux États-Unis, et semble-t-il au Canada aussi, oui. de manière... Les avocats sont actuellement sur les bancs d'école. Justement, de manière à ce que la personne qui croira dans sa nationalité, qui sera nationaliste, OK, va être considérée au niveau des nouvelles définitions comme une personne étant atteinte de troubles mentaux. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui aura soit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et potentiellement capable de violence à cause de ça, parce que venant, en fin de compte, d'une tradition passée par laquelle ces choses-là ont déclenché de la violence à travers l'histoire. Et à partir du moment que cette personne-là est considérée comme, juste considéré, il n'y a rien de prouvé, là, on lui enlève tous ses droits pendant une période de 90 jours. Elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre. Ici, d'un document publié par M. Serge Mona, journaliste international, le numéro 2 de cette agence internationale de presse libre nord-américaine. Et vous le voyez sur la page couverture, confidentiel, urgent, original, copy. Le ministère de la Justice des États-Unis. Évidemment, c'est une traduction d'un document authentique. Et nous allons regarder quelques extraits à l'intérieur de ce document. Vous voyez la carte des États-Unis avec plusieurs endroits encerclés qui représentent les endroits où il y aurait, semble-t-il, des camps de concentration, plus de 130 camps de concentration dans le projet Rex 84. Et on en passe, des plus belles et des plus mûres. On a avec nous M. Serge Mona. Bonjour, Serge. Mais là, je pense que votre journal, là, il a tout à fait raison d'être rouge, hein, parce que là, on se brûle. Là. Parlez des camps de concentration. Est-ce qu'il y a des camps de concentration au Québec aussi, puis dans quel but? Bon, moi, en fin de compte, pour bien situer ceux qui nous regardent dans le contexte de ce rapport-là, des journalistes américains m'avaient envoyé un dossier. C'était le programme du ministère de la Justice des États-Unis et du ministère de la Défense concernant l'établissement des camps de concentration. Les journalistes qui m'ont envoyé ça m'ont fait savoir que le dossier n'avait jamais été publié au complet aux États-Unis. Il y avait le directeur du Oakland Tribune en 1976 qui avait fait un article sur un des paragraphes, en fin de compte, concernant ce dossier-là. Malheureusement, une semaine après, sans qu'on sache pourquoi, il était mort. Donc, le document original en anglais, qui était en caractère très serré, n'a jamais été publié intégralement aux États-Unis. Et lorsque les journalistes m'ont envoyé ça, ils m'ont demandé, ils ont dit, écoute, Serge, on aimerait savoir ce que tu en penses, puis que tu puisses faire des vérifications sur un dossier qui est réel et qui est croissant en même temps. J'ai fait des recherches, j'ai appelé à plusieurs endroits à travers les États-Unis et en Australie. J'ai reçu d'autres documents, soit d'ordre économique ou dans d'autres domaines, au niveau militaire, policier et autres, et qui m'ont confirmé qu'effectivement, non seulement il y avait un programme d'établissement de camps de concentration, mais que celui-ci était beaucoup plus élaboré que le document original le laissait croire au départ. Mais des camps de concentration, il me semble que ça passe pas inaperçu, là. Oui, la façon que ça a été organisé, ça passe inaperçu, dans le sens que la majeure partie de ces camps-là sont situés soit à proximité ou à l'intérieur de bases militaires américaines, mais ce qui est quand même bizarre, comme celle qui se trouve en Floride, c'est que dans une base militaire, dans une prison militaire, on retrouve des prisonniers de droit commun au niveau civil. Et après avoir fait des recherches dans différents camps, y compris en Alaska, on a fini par découvrir qu'on maintenait un nombre très limité de prisonniers civils pour tenir les camps d'activité, mais que certains de ces camps-là pouvaient contenir jusqu'à 100 000 prisonniers et plus à l'heure actuelle.
On a des rapports que sur l'entraînement, ce qui va sûrement surprendre des gens, l'entraînement de troupes militaires soviétiques, coréennes, de Mongolie, d'anciennes régions du bloc de l'Est sur la frontière du Mexique, sous le couvercle des Nations Unies, et ces troupes traversent la frontière mexicaine et canadienne sans jamais être badrées par les gardes frontières. Ce sont Parce des que c'est pour entraînements. des raisons de sécurité d'État. Ah oui, ça, on a juste à poser, comme des journalistes américains me disaient, on a juste à